Bonsoir, Tcherno et Seri, agent de joueur. Bienvenue sur Afrique Sport TV. Bonsoir Amine, toujours ravi de te rencontrer et puis j'espère qu'on pourra échanger en long et en large et puis traiter tous les sujets. Je suis à ta disposition. Ouais. Déjà, le Sénégal, champion d'Afrique. Comment vous avez vécu la Coupe d'Afrique des Nations avec l'équipe nationale, les Lions, qui ont eu cette opportunité de gagner cette Coupe d'Afrique au Cameroun en offrant au Sénégal le premier titre continental? Oui, c'était un moment fabuleux. Je pense que tous les landerneaux du football étaient heureux de cette victoire, les Sénégalais en particulier. Mais ce qui est encore plus beau, c'est que pour une fois, un titre fait l'unanimité. Mais quand je dis l'unanimité, par l'équipe d'Égypte, je pense que tout le monde du football souhaitait cette victoire du Sénégal. Je n'ai jamais vu autant d'osmose autour d'une équipe lors d'une Coupe d'Afrique. Je pense que c'était le souhait de beaucoup de gens du football et je pense que les Sénégalais le méritaient aussi. Et ce n'est que du bonheur. Encore aujourd'hui, encore on savoure. Donc, vivement que ça dure. Ouais. Et le Sénégal est en train de préparer en même temps la double confrontation face à l'Égypte pour les barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 déjà. Comment le Sénégal doit aborder cette double confrontation pour décrocher la qualification pour cette Coupe du Monde? Vous savez, le plus dur commence pour le Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, tu as un titre, tu es champion d'Afrique. Tu as suscité comment dirais-je, beaucoup de joie, beaucoup d'espoir pour les Furies de football. Aujourd'hui, cette équipe est attendue partout parce que c'était un beau vainqueur. Donc, effectivement, dans la foulée de l'euphorie de la victoire, il y a ces éliminatoires. La dernière phase de poule pour la qualification à la Coupe du Monde qui se présente. Donc on n'aura même pas eu encore le temps de bien digérer que l'ogre l'Égyptienne se présente avec nous. Et je pense qu'on est dans de bonnes dispositions. On a une bonne équipe, ça il faut le reconnaître, une bonne équipe, il y a un bon collectif, il y a un bon groupe. Donc aujourd'hui, on est vainqueur, on se doit de faire tout pour se qualifier. Après, ça reste que du football, avec toute cette part d'incertitude. Mais aujourd'hui, je pense que si le Sénégal joue à son niveau, si tout se passe bien, je pense qu'on a les moyens de passer, effectivement, de se qualifier pour une seconde fois en Coupe du Monde, surtout que, bon, comme je dis, on a l'avantage d'un vainqueur. Donc, on a un ascendant psychologique sur les Égyptiens, même si je reste persuadé que l'Égypte, c'est une très grande équipe, c'est une grande nation de football qui va essayer de réagir parce que forcément, bon, ils vont être assez orgueilleux pour essayer de retourner la situation. Mais comme j'ai dit, le Sénégal n'a pas à craindre de cette double confrontation, encore plus quand on sait qu'on reçoit aujourd'hui pour le dernier match à domicile. Donc, tous les voyants sont ouverts. Après, il faut y aller avec unité, avec humilité, essayer de se battre pour essayer déjà faire un bon résultat au Caire et venir finir en apothéose à Dakar. Ce serait une belle chose. Effectivement. Déjà, vous n'êtes pas présenté aussi. Vous êtes agent de joueurs depuis des années, en même temps agent de plusieurs joueurs sénégalais, notamment Crépin Diatta. Il n'a pas participé à cette Coupe d'Afrique. Comment le jeune a vécu ces moments? C'était quand même difficile pour lui. Ah ben, c'était très difficile pour lui, mais bon, après, c'est vrai que même moi, ça m'avait un peu secoué parce que c'est un garçon pour qui j'ai beaucoup d'affection. Bon, c'est comme entre une relation père et fils. Et c'est vrai qu'il était en pleine bourre et puis cette blessure arrive au mauvais moment. Mais bon, ça fait partie du jeu. La blessure fait partie intégrante dans la vie d'un footballeur. Malheureusement, c'est tombé au mauvais moment. Mais bon, c'est sûr qu'au début, il n'a pas dû bien le vivre. Moi aussi, comme quand Ismaël Assar s'est blessé aussi dans la foulée. Parce que, rappelez-vous, ils se sont blessés le même jour. Effectivement. Dit, mais quel chat noir nous suit. Donc bon, Dieu merci, Ismaël n'a pas eu besoin de subir une intervention chirurgicale, contrairement à Crépin. Donc, comme vous avez vu le feuilleton Ismaël Assar, jusqu'à la dernière minute, on était tous inquiets, on était sceptiques de sa participation. Mais je pense que le garçon s'est donné les moyens. Et aussi la fédération a mis quand même tout son poids pour effectivement que le garçon soit là parce qu'on pensait aussi effectivement qu'il serait apte, même s'il est venu avec du retard, mais bon, on a vu qu'il nous fait un bien fou et je suis très content que ce garçon ait pu participer et gagner ce trophée. Et ce qui est vraiment dommage pour Crépin, c'est que voilà, tout le monde savait que c'était un membre important du puzzle de Aliou Cissé, mais bon, c'est comme ça, il faut faire avec. Et puis bon, il a participé au sacre.
Oui, il a participé parce qu'il a fait tous les matchs de la qualif. Bon, il avait juste la phase finale où il devait être là, malheureusement la blessure. Mais je pense que ce qui est bien, c'est que les joueurs ont été solidaires avec lui. La preuve, il a même été invité pour la finale. Malheureusement, il a raté son avion, il n'a pas pu assister à la finale. Mais bon, ça a été de bonne guerre aussi parce que ça a été une très belle chose aussi que la fédération, le ministère l'a invité pour présenter le trophée le jour de l'inauguration du stade. Ça veut dire que les gens savent qu'il fait partie de la famille des Lions, et puis bon, ça a été une bonne chose. Bon, ça a été un peu de baume au cœur, même si c'est sûr que le fait de ne pas y participer n'efface pas sa déception. Effectivement, un autre jour aussi que vous gérez sa carrière, c'est Ismaïla Sarr de Watford. Vous l'avez cité tantôt, qui était blessé lors de la Coupe d'Afrique des Nations, mais actuellement on est en train d'entendre beaucoup de rumeurs concernant son avenir. Le Milan AC, Liverpool, est-ce qu'il y a ces deux clubs qui se sont positionnés pour le recruter? On est sûr de rien. On écrit tout et n'importe quoi. La seule évidence, c'est que je pense que cette année, Ismaël a des chances de partir, quelle que soit l'issue de la fin de la saison avec Watford. Parce que c'est prévu comme ça avec les dirigeants. Donc l'année dernière, il y a un an et demi, quand l'équipe était descendue, j'étais persuadé qu'il allait partir. Malheureusement, jusqu'à la dernière minute, c'était presque acquis qu'il partait, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait jusqu'au dernier jeu de mercato. Le garçon a ravalé sur lui et repartir en championship, et quelque part je me dis que c'était peut-être l'étape qu'il lui fallait, et vous avez vu comment il a fait une sacrée saison derrière la foulée. Watford est monté. Aujourd'hui il était dans une très très bonne phase. Malheureusement la blessure l'a stoppé net, mais bon, je pense que là il va revenir et c'est terminé en boulet de canon, mais il est évident qu'il y a des chances effectivement qu'il parte cette année de Watford. C'est presque une certitude. C'est par rapport à l'équipe, par rapport à Watford, il ne se sent pas bien, ou bien il a du mal à non, il se sent bien, au contraire, il se sent bien, il a pris ses marques. Je veux dire, à part la première saison où effectivement il fallait digérer le changement du championnat de France et en Angleterre. Après, bon, maintenant il a ses repères dans le championnat anglais, il est devenu un joueur quand même majeur de Watford, connu maintenant dans le championnat anglais. Donc aujourd'hui, malheureusement, bon, c'est une équipe est dans une mauvaise passe, l'équipe ne tourne pas, et puis bon, comme j'ai dit, ça coince avec sa blessure. Mais bon, là il est revenu, quand il est revenu, il a encore rechuté, mais bon, là, bon, j'espère que cette fois-ci, ça sera la bonne, et puis il va enchaîner des matchs. Essayer déjà de sauver Watford, parce que je pense qu'ils ont les moyens encore de sauver. Et puis si Watford se maintient, je pense que ça a encore été mieux, puisque bon, je pense qu'il va partir cette année. Il va partir cette année. L'autre jour aussi, Sadio Mané, vous aviez eu à travailler avec lui pendant des années. Il a progressé devant vous aussi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? En fait, qu'est-ce que ça vous fait de le voir aujourd'hui être, en tout cas, l'un des meilleurs joueurs au monde déjà? C'est toujours un plaisir. Parce que pour ceux qui ont suivi mes débuts avec ce garçon, j'ai toujours prédit ce type de carrière. Je ne suis pas devant, mais j'avais dit. Parce que le talent, il est là. Il avait le talent. C'était visible, c'était voyant, c'était visible. J'y croyais beaucoup. Le but, c'était aussi de le mettre dans le chemin de la réussite. Et c'est ce que j'ai tenté de faire à un moment donné, comme je vous ai dit une fois. Nos chemins se sont séparés, mais ça ne l'empêche pas de faire une belle carrière. Il fait une très belle carrière. Et pour moi, c'est un modèle de réussite, c'est un modèle d'humilité, c'est un modèle de professionnalisme. Je le dis encore plus aujourd'hui, parce que j'ai vu comment le garçon a évolué dans son comportement, dans son attitude, au jour le jour. J'ai vu sa prise de responsabilité. Cette CAN, dès le début de la CAN, et peut-être qu'un jour que j'en parlais avec Madi Touré, son ancien président de Génération Foot, dès le début de la CAN, avant le début de la compétition, j'avais déjà prédit que ce garçon va tirer cette équipe vers le haut. Et les 2 ou 3 fois avec où j'ai échangé avec lui, j'étais persuadé qu'il avait pris sa responsabilité. Parce que les gens s'attendaient. Oui, on entendait toujours plus de lui parce que voilà, c'est le leader naturel, c'est le leader technique de l'équipe. Mais peut-être il y avait un déclic qui manquait. Et cette année, en venant à la CAN, pour qu'il connaisse le garçon, j'avais la certitude que c'était sa CAN. Et ça n'a pas raté parce qu'il a pris ses responsabilités, il a pris le groupe, il a tiré vers le haut. Et quand vous entendez ces jeunes coéquipiers parler de lui, c'est de l'admiration. Parce qu'il a montré que voilà le chemin de la réussite. Aujourd'hui, beaucoup de garçons s'en inspirent. Et aujourd'hui, je suis très content et très fier d'avoir été de ceux qui ont participé à sa réussite professionnelle. Aujourd'hui aussi, il est aimé de par sa générosité. On le voit faire beaucoup d'actions aujourd'hui. Que pensez-vous de cela par rapport à ce qu'il fait aux personnes démunies qu'il est en train d'aider, que ce soit dans son village, mais
au Sénégal, même à Bafoussam, il a eu à faire quelque chose dans l'hôpital. Ouais, non, mais ça, c'est du Sadio Mané craché. C'est parce que, comme je dis, l'humilité. Olof dafa wax ne je viens ko yor Olof boo xamee fi nga jógee am na yoo xam ne du la dal. C'est-à-dire pour traduire littéralement, parce que ce garçon a un vécu, il a un background, il sait d'où il vient. Il a plus ou moins connu la misère. Ok. Et quand tu sors de ce genre de milieu social, d'aucuns s'en servent pour prendre une revanche dans la vie, mais c'était pas pour dire voilà, je pars du bas, je dis ok, je suis parti du bas, je suis arrivé au sommet, mais je dois le droit de partager. Ce sentiment de devoir partager, c'est ce qui fait la force de Sadio Mané. C'est que les gens parlent de ce qui est visible, mais il y en a plein d'actions qui ne sont pas visibles. Moi, il ne me le dit pas, mais bon, j'ai encore des gens, on a beaucoup de gens en commun, et je peux vous dire que ce qu'il fait, c'est énorme, c'est énorme. Et pour moi, ça doit inspirer, mais en dehors des jeunes footballeurs, en dehors, mais toute personne de bon sens, toute personne aujourd'hui qui, de par sa réussite, doit pouvoir partager. L'esprit de partage qu'il a, moi, c'est ça qui me fascine. Ce garçon a tout de fascinant. Ça, je le dis vraiment avec beaucoup d'humilité. C'est une école. Et suivant sa carrière aujourd'hui, plusieurs amateurs, en tout cas, estiment qu'il doit quitter Liverpool. Selon vous, est-ce que c'est une bonne idée? Écoutez, à ce moment-là, oui, parce que les gens pensent qu'il a fait le tour. Effectivement, une fois j'ai posé la question et je l'en ai parlé à Sadio, je dis à un moment donné, tu as mis la barre tellement haute que les gens verront plus qu'après tes défauts. À un moment donné, dans un club, il faut savoir partir. Peut-être que tu reviendras, mais il faut savoir partir. Les gens resteront sur ça. Moi, je vais vous dire, j'ai fait une conférence il y a 2 ou 3 ans. Le Real de Madrid le voulait. J'avais l'information, même s'il ne travaillait pas, j'ai remonté l'information à qui de droit. Et pour moi, l'année où il gagne la Ligue des Champions, il devait partir. Vous savez, des fois, les clubs. Mais qu'est-ce qui avait bloqué le Real? Écoutez ça, après il va falloir demander à ses conseils. Mais moi, parce que bon, c'est quand même un de mes petits, j'ai fait passer l'information à qui de droit pour lui parler de l'intérêt du Real de Madrid à cette époque-là. Et pour moi, je serais à la place de ses conseils. Oui, cette année-là, j'allais forcer. À défaut de forcer la main pour partir, parce que mais il fallait attaquer sur le plan une revalorisation salariale qui en ferait peut-être le jour le mieux payé, parce que Sadio Mané, à un moment donné, c'était le meilleur joueur du championnat anglais. Et il fallait surfer sur cette vague-là pour, à défaut, comme j'ai dit, de partir, revoir ses émoluments. Mais bon, après, je ne suis pas à la place de son agent. Effectivement. Donc, voilà. Et aujourd'hui, sportivement, Real Madrid, Barcelone, Bayern Munich, quel est le club le plus approprié pour qu'il puisse continuer? Non, mais quand tu quittes Liverpool, forcément, tu vas aller dans ce club top A, club catégorie A. C'est comme les clubs que vous venez de citer, c'est Real, c'est Barcelone, c'est Bayern. De toute façon, je pense que c'est dans ces clubs où il va pouvoir évoluer. Puis rappelez-vous aussi, il a 30 ans. Donc c'est peut-être le dernier gros contrat qu'il fera. Donc je pense qu'il va falloir être assez rigoureux, assez comment dirais-je, il faudra être assez futé pour faire un dernier très bon contrat qui pourra lui permettre, à défaut de voilà, mais peut-être qu'il réussira peut-être pas là, ce sera peut-être pas la même réussite qu'à Liverpool, parce que il aura 30 ans, mais je pense qu'il y a un de ces qui disait que le garçon peut jouer jusqu'à 35 ans. 35 ou 37 ans. Il peut faire plus que Ronaldo. Ouais, il peut faire plus, parce que j'ai l'exemple typique, c'est Didier Drogba. Didier Drogba a explosé à 24 ans. Je peux dire qu'il a joué jusqu'à 40 ans. Et 40 ans, et jusqu'à 38 ans, il joue à un haut niveau. Donc ça veut dire que le corps, un athlète doit avoir un corps de sportif de haut niveau. Et Sadio remplit toutes les conditions. Sadio peut aller au-delà même de ces garçons. De ces garçons. Et parlant de Didier Drogba, vous avez eu aussi à gérer sa carrière. Aujourd'hui, il a arrêté le football. Il veut devenir président de la Fédération ivoirienne de football. Il a eu pas mal de problèmes lors des élections en voulant pousser. Tout récemment, il y a Claude Leroy qui a fait une sortie pour lui demander d'être plus proche des acteurs du football ivoirien. Est-ce que Drogba est un peu dans son coin par rapport à la fédération? Je ne suis pas sûr que Claude Leroy ait dit ça, parce que j'ai vu un démenti récemment, parce que bon, des fois, vous savez, les fake news. Je ne suis pas, connaissant Claude Leroy, un homme assez mûr et assez connaisseur du continent africain, ne peut pas se permettre d'avancer des choses dont il n'est pas sûr. Et bon, oui, certainement, il a démenti alors. Il a démenti, donc c'est pas vrai, c'était des fake news. Concernant Didier, je vais vous dire une chose. Je trouve même dommage qu'on en soit à dire est-ce qu'il doit, il ne doit pas. Pour moi, c'était écrit qu'à un moment donné, sa carrière ne s'arrête pas. Didier Drogba ne doit pas
arrêté d'exister après sa carrière, pendant juste sa carrière, parce qu'il était prévu qu'à un moment donné, il occuperait des positions, des dirigeants. À quel niveau? Peut-être président de la fédération, ou bien à la CAF ou à la FIFA. Ça moi, je lui ai toujours dit et je l'avais préparé à ça. Malheureusement, quand je vois les considérations que les gens sortent, surtout certains dans le milieu sportif ivoirien, j'ai honte, je suis gêné, parce que ces mêmes personnes qui aujourd'hui critiquent Didier, c'était ces mêmes personnes qui mangeaient sur sa main. Et je suis bien placé pour le savoir. C'est ces mêmes personnes qui venaient faire presque. Et pourtant, il a tout fait pour ce football. Mais c'est ce que je vous dis, qui venaient faire que je parle aussi bien des joueurs, de certains de ses coéquipiers qui parlent aujourd'hui, et même certains des dirigeants aujourd'hui. Moi, je les ai vus venir presque faire la courbette devant Didier. Donc aujourd'hui, pourquoi? Parce que peut-être que Didier dérange. Parce que l'aura, malheureusement, les gens n'aiment pas les gens qui sortent du lot. Didier, c'est un leader né. Et quand il vient, quand il décide de se mouiller pour sa fédération, pour le football ivoirien, il a des certitudes, il a des garanties de pouvoir révolutionner ce football-là. Parce que le football ivoirien est plein de talent. Pourquoi il y a des petits problèmes? Il pense avoir la solution, parce que je pense qu'il a mûri sa réflexion pendant des années, pendant plus de 3 ans, avant même l'arrêt de sa carrière, avec des choses qu'il a mis en place, qu'il veut mettre en place. Après, peut-être que l'aura de Didier dérange. Parce que vous savez, comme on dit, le système qui est mis en place... Eto'o a été victime de ça. Mais bien sûr, Eto'o a été victime de ça. C'est pour ça qu'il faut saluer la ténacité de Samuel Eto'o. Malgré vents et marées, il est allé, malgré toutes les choses, les barrières qu'on a mis autour de lui, tous les gens qui ont essayé de le mettre à mal, il a réussi à forcer. Et aujourd'hui, Didier est dans cette même logique. Parce que rien, aujourd'hui, avoir un Didier Drogba à la tête du football, honnêtement, c'est une chance. Comment est-ce que des gens... Déjà, le professionnalisme est là. Mais bien sûr. Et puis même, je veux dire, parlons de... Il a dit récemment, critiquez-moi sur mon programme, mais pas d'attaque personnelle. Parce que qu'est-ce que vous attendez? Pas de critique sur son programme. Et c'est ce que j'attends peut-être des gens de ces détracteurs. Mais aucun ne peut sortir un point sur le point programme qui n'est pas intéressant pour le football ivoirien. Qu'est-ce que vous entendez? Il n'a pas d'expérience. Il n'a pas de machin. Il n'a pas de... Oui, parce qu'il ne s'entend pas avec ses anciens coéquipiers, mais ce n'est pas vrai. Il dit sur pratiquement 12 ans ou 13 ans de sélection, combien de coéquipiers il a eu à fréquenter? Ce n'est pas parce que 2 ou 3 ou 4 peut-être sont sortis pour s'épancher dans la presse qu'on dirait que Didier n'est pas bien avec ses coéquipiers. C'est vraiment des faux alibis. Et je trouve ça lamentable qu'aujourd'hui qu'on en soit à des débats de bassin. Et on a vu aussi qu'il a le soutien du peuple ivoirien. Mais attendez, les gens ne sont pas amnésiques, les gens ne sont pas... Je veux dire, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour voir que... Je veux dire, aujourd'hui, Didier, c'est le candidat du cœur des Ivoiriens. Simplement, il y a peut-être quelques privilégiés qui sont là, qui ont peur, parce que peut-être que Didier ne rentrera pas dans leur moule. Il faut appeler les chats par le chat. Peut-être que leur sauce interne, Didier va venir peut-être dire carrément stop à ça. Il y a des choses peut-être inavouées. Mais ça, Didier, il n'est pas là pour chasser des têtes. Il est là pour amener un projet, amener un programme et le dérouler. C'est tout. C'est ce que je disais tantôt. Attaquer sur son programme. On peut toujours en débattre, mais des attaques personnelles, des trucs, non, il y a des choses vraiment, surtout ça, lamentables. On arrive là. Des joueurs comme Didier Drogba, Samuel Eto'o, Sadio Mané. Est-ce que ces gens de joueurs, actuellement, il y a des jeunes que vous voyez en train de venir et être à la trappe de ces joueurs? Mais j'espère quand Weah est parti, les gens se sont dit, est-ce qu'on aura un Georges Weah? Par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné encore 2 jours de même génération qui sont Didier Drogba et Samuel Eto'o. Derrière, à peine Didier Drogba, Samuel Eto'o arrête, il y a l'émergence des Sadio Mané et autres. Donc c'est comme ça, c'est un cycle. J'espère qu'on aura l'Afrique aura sorti encore d'autres Sadio Mané, d'autres Didier Drogba. Je pense qu'il y a un travail de fond qui est en train d'être fait. Partout, quand vous voyez les académies, quand vous voyez les moyens, le professionnalisme que les gens mettent aujourd'hui dans le football, je pense que oui, on a des chances de découvrir encore d'autres talents aussi. Mais vous étiez trop proche de Didier. Aujourd'hui, quel a été son véritable secret? Le secret de sa réussite? Parce que quand même, le parcours qu'il a eu à faire entre le championnat français et ce qu'il a fait en Angleterre, c'est pas du tout évident. Pour un joueur africain. Oui, mais parce que c'est ce que je te dis, c'est de s'entourer de professionnalisme. Et c'est pour ça que quand moi j'ai vu Didier, quand j'ai connu Didier, il avait 17 ans et demi. Donc j'ai vu, et je suis l'agent qui l'a géré du début jusqu'à la fin. Donc j'ai vu l'évolution. J'ai vu comment la métamorphose de ce garçon, du joueur de deuxième division,
du joueur un peu tête en l'air qui est devenu, au fil des années, un vrai professionnel. Quand je dis vrai professionnel, mais c'est-à-dire qu'il s'est donné les moyens. En dehors du travail au club, il s'est entouré il a eu un préparateur physique personnel. Il avait un physiothérapeute. Il s'est entouré de 3 autres personnes qui le suivaient en permanence, qui le faisaient travailler en dehors du travail du club, chez lui, et pratiquement quotidiennement. Parce qu'il savait que son corps avait besoin de ça. Et puis il a évolué. Après ses matchs, au lieu d'aller traîner dans les boîtes ou machin, ce garçon, c'était devant sa télé, il revoyait ses matchs et il faisait son propre autocritique. Je veux dire, c'est pour ça que j'ai dit Sadio Mané, c'est du même acabit. Sadio Mané, presque, il mène une vie de moine. Et Yaya Touré a vécu comme ça. Il n'y a pas de secret. Quand je vous cite ces trois jours-là, parce que je les ai pratiqués, je les ai vus évoluer dans leur carrière. Parce qu'ils se sont dit que comme dirait, le football est jaloux, comme dirait, le football de fuir. Le football est jaloux. Tu dois te consacrer au football. Voilà, l'hygiène de vie. Après, les plaisirs de la vie, oui, forcément, il faut vivre parce qu'ils ne sont pas des moines. Voilà, il faut vivre, il faut se faire plaisir, s'aérer l'esprit. Mais toujours ne pas oublier l'essentiel. Et c'est ça qu'ils ont compris. Moi, je prends toujours exemple sur ces jours-là. Quand je dis, parce que Dieu parle de Didier, c'est toujours un peu jugé parti. Mais quand je vois Yaya Touré, la carrière qu'il fait, quand je vois Sadio Mané, la carrière qu'il est en train de faire, il n'y a pas de secret. Il faut être sérieux, il faut être professionnel et s'entourer de vraies personnes, de vrais professionnels. Effectivement. Et pour terminer, le métier des gens, aujourd'hui, c'est un métier quand même, maintenant, on voit en tout cas beaucoup de problèmes, surtout avec des personnes mal intentionnées qui sont entrées dans ce métier, avec des jeunes qui sont arnaqués, surtout au Sénégal, on le voit au Sénégal et partout en Afrique aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faut pas encore une fois régulariser ce métier? Parce que maintenant, pour moi, c'est un peu libre. Et il y a beaucoup de personnes qui sont entrées dedans et qui ne sont pas du tout des agents. Oui, parce que c'est cette fameuse libéralisation prônée par Michel Platini, qui, je pense, ça a été une de ses plus grosses conneries, je pense, d'avoir libéralisé le métier des gens, parce que dans tout métier, il y a des garde-fous. Ils ont libéralisé. Pourquoi? Je ne sais pas à quel dessin, en tout cas, il l'a fait, et on a vu ce que ça produit. Aujourd'hui, ce milieu est sale, il faut l'appeler comme ça. Moi, je ne me reconnais pas dans ces pratiques-là. Moi, ça fait près de 30 ans de pratique, et je peux vous dire que je peux regarder tous les jours, droit dans les yeux, il n'y en a pas un, je dis encore une fois, il n'y en a pas, il n'y en aura jamais un qui pourra me reprocher un manquement, aussi bien sur le plan financier, sur le plan déontologique, sur le plan professionnel. Après, il peut arriver à un moment donné que le discours ne correspond pas parce qu'effectivement, il y a un problème générationnel. Aujourd'hui, le discours que je tenais à des garçons comme Didier, à des garçons comme à l'époque William Gallas, à des garçons comme Florent Malouda, à des garçons comme à un moment donné Marcel Desailly vers la fin de sa carrière, puis quand Pape s'est retiré, j'ai continué le travail avec lui, c'était un autre discours. C'était une relation basée sur la confiance, le professionnalisme, l'honnêteté, une relation fraternelle. Aujourd'hui, malheureusement, les jours sont dragués de partout. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Tu peux faire le travail, expliquer le joueur, lui donner des bases, lui donner des trucs. Demain, il y en aura un qui n'aura rien d'autre à faire dans la journée que de rester sur les réseaux sociaux, à chatter avec le joueur, à lui vendre du vent. Comme les garçons, s'ils ne sont pas mentalement forts, ça les dévie. Et aujourd'hui, il y a plein de gâchis. Moi, j'ai vu plein de joueurs, mais quand je parle de gâchis, comme on a... C'est le nombre de joueurs qui sont passés à côté. Pas faute de talent, justement faute parce qu'ils ont été mal encadrés. Simplement parce qu'à un moment donné, les personnes qui devaient être à côté d'eux n'ont pas été là, ou bien parce qu'ils n'ont pas écouté. Et voilà des garçons, aujourd'hui, quand je les vois en Europe, ça me fait humainement de la peine. Parce que c'est des enfants, c'est des neveux, c'est terrible, quoi. Parce que tout simplement, aujourd'hui, l'appât du gain, comme je le répète parce que je ne me lasserai pas de le dire, l'appât du gain. Aujourd'hui, n'importe quelle personne se lève, je vais être agent de joueur parce que c'est le métier soi-disant le plus facile, parce qu'on s'est dit qu'on va se faire de l'argent le plus rapidement possible. L'argent, oui, il y en a. Parce qu'on gagne, on travaille, on gagne. Aujourd'hui, tu as ça, tu as un nouveau phénomène, l'intrusion des familles dans la gestion de carrière des joueurs, des familles qui viennent de partout. Parce que simplement, ton mérite, c'est d'être soit le papa, soit d'être le grand frère, l'oncle, voilà, tu réclames. Alors que demain, qu'est-ce que ça va coûter après? C'est des crises, des drames familiaux. Moi, c'est terrible, quand vous voyez certaines choses qui se passent dans des familles, c'est horrible. Est-ce que ça vaut la peine? Le garçon,
qu'est-ce que ça crée? De la frustration entre le garçon, des conflits familiaux, le garçon perturbé, et au lieu de faire une grande carrière à la Sadio Mané, malheureusement, ce sera un feu de paille. Le garçon va émerger 5 minutes après, on en parlera. Et il y a plein de cas comme ça. Donc il faudra revenir, je pense qu'il faut que les gens reviennent à la raison, qu'un métier, ça s'apprend, qu'on ne peut pas s'improviser agent, qu'un agent, ça prend le temps de s'occuper d'abord du joueur, de la promotion du joueur, de la réussite du joueur avant de pencher à sa poche. Effectivement, effectivement. Un joueur comme Kylian Mbappé aussi, très talentueux, actuellement très courtisé aussi par le Real Madrid. Il a refusé aussi de prolonger avec le Paris Saint-Germain. Si vous aviez par exemple un conseil à lui donner, c'est de quitter PSG ou de rester? Ça, c'est un peu délicat parce que je n'ai pas les tenants et les aboutissements de ce qui s'est fait en coulisses. Oui. Mais je pense que la première erreur provient du Paris Saint-Germain. On ne peut pas avoir Kylian Mbappé et le laisser arriver au terme du contrat. Moi, je suis dirigeant jamais. Pour moi, c'est une faute professionnelle des dirigeants du Paris Saint-Germain. Avoir une pépite comme ça, qui est là chez vous depuis 4 ou 5 ans, vous le voyez monter en puissance et vous le regardez aller au terme du contrat. Non, c'est une faute. Et il y a quelques années, c'est arrivé aussi à Marseille, quand Gignac, André Ayew, qui a été formé là-bas, qui partent libre. Et aujourd'hui, quand je vois que Dybala va partir libre, pour moi, c'est des fautes de gestion d'abord. Qui ont comme aux dirigeants. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde, le football, aujourd'hui, il y a des intérêts économiques majeurs. Tu ne peux pas avoir un garçon comme Kylian Mbappé accepter qu'il aille au terme du contrat. Si au bout d'un an avant la fin du contrat, tu sens que tu dois le laisser partir. Là, aujourd'hui, ils sont en train de faire toute une gymnastique intellectuelle et financière pour le garder. Après, le garçon choisira parce qu'il ira là où il sentira que voilà, il va s'épanouir. Ça, malheureusement, la faute incombe aux dirigeants du PSG. Après, il choisira de rester au PSG. Je pense même que le transfert de Mbappé va au-delà de l'aspect sorti. Je pense qu'il y a même des enjeux géopolitiques qui sont derrière ce joueur-là. Parce que vous savez, Paris Saint-Germain, c'est le Qatar, il y a trop d'enjeux qui vont au-delà. Il y a la Coupe du Monde qui arrive. Qui vont au-delà du simple footballeur. Oui, effectivement. En tout cas, merci beaucoup, Thierno Seydi. Avant de quitter, seulement le joueur qui vous a. Les joueurs, ou bien vous nous citez 3 ou 4 joueurs qui vous ont cité, qui vous ont vraiment marqué durant votre carrière? À ma carrière? Oui. Forcément Didier Drogba. Oui. Forcément, je pense que je ne sais pas juste si je ne le citais pas, mais qui m'ont fait rêver en tant que joueur, parce que ça dépend de à quel niveau vous êtes marqué. Didier Drogba, par son professionnalisme, par sa fidélité, par son sérieux. Oui, effectivement, ce garçon m'a marqué parce que mon compagnonnage a encore cité un exemple au niveau et récemment France Football a fait un article concernant les couples qui durent entre Didier et moi. Donc à ce niveau-là, c'est un garçon qui m'a marqué. En tant que joueur, j'ai été marqué en tant que Sénégalais par l'avènement de Jules Bocandé. Vous savez, je l'ai tout le temps dit, Jules Bocandé a été peut-être inconsciemment celui qui a créé le déclic, qui a fait de moi un agent du joueur. Quand je vous dis que j'étais un fan de Didier, de Jules Bocandé, vous ne pouvez même pas imaginer, on est de Ziguinchor, j'étais à côté de lui quand il était au Casport, je le connais, je l'ai côtoyé, et j'ai vu, et quand je voyais la réussite de Bocandé, ça m'avait tellement captivé que je l'ai suivi. Et en le suivant, quand je suis arrivé en France en tant qu'étudiant, je suis allé tout de suite le voir et je le suivais. Et ça réveille en moi cette envie d'être dans le milieu du football. Et inconsciemment, ça a peut-être guidé mon choix de devenir agent de joueur. Et puis après, en termes d'une autre personne dans le football, il y a Pape Diouf, l'homme. La dimension, l'homme qui vous a formé. Oui, qui m'a formé. Voilà, c'est peut-être mes trois personnes qui m'ont fasciné. Voilà, effectivement. En tout cas, merci beaucoup et c'est un plaisir. Merci beaucoup, Amine.